Et vous avez dirigé une enquête de la Ligue des droits de l'homme sur les événements d'Ouvéa. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi cette enquête de la Ligue des droits de l'homme? Il nous a semblé à la Ligue des droits de l'homme, aussitôt après l'affaire d'Ouvéa, et c'était au moment en plus où on commençait à négocier les accords de Matignon, il nous a semblé que pour un certain nombre de raisons, d'abord, personne n'avait dit la vérité complète sur ce qui s'était passé à Ouvéa, quelques journalistes quand même qui avaient mené l'enquête et qui avaient ouvert la voie à tout le monde. Mais il nous a semblé qu'en plus, par la suite, étant donné les accords de Matignon, personne ne dirait la vérité par la suite non plus. Et que tout ça allait tomber dans l'oubli. Alors il a semblé à 5 organisations, parce qu'il n'y a pas que on n'a pas fait ça que pour la Ligue des droits de l'homme, on a fait ça aussi pour d'autres organisations, y compris des organisations protestantes. Il nous a semblé qu'il était indispensable pour les Français et pour les Kanaks de rédiger une mémoire, ou un mémoire. En fait, une mémoire de ce qui s'était passé en Calédonie. Que si nous ne faisions pas cette rédaction d'une mémoire, tout disparaîtrait dans l'oubli, et que plus tard, ça reparaîtrait sous forme de légendes parfaitement fausses, suivant les uns ou suivant les autres. Alors nous avons rédigé notre mémoire. Il n'était pas question d'aller en Nouvelle-Calédonie, de faire le voyage pour aller interroger des gens, c'était pas la peine. Les Kanaks, les témoins Kanaks avaient tous été interrogés dans les 48 heures après Ouvéa, dans les 3 jours, par l'organisation Pierre Declercq. Et les militaires, de toute façon, on n'en aurait rencontré aucun en Nouvelle-Calédonie. Aussitôt après l'opération, tous les militaires avaient été dispersés à travers le monde, de façon à ce que les journalistes ne puissent pas mettre la main sur eux et savoir ce qui s'était passé. Vous avez essayé d'en retrouver ou de ces Non, militaires? c'était même pas la peine. Oui, on a essayé. Bon, on a essayé, mais il n'y a pas eu moyen d'arriver jusqu'à eux. Bon, moi, par exemple, on est remonté jusqu'à Le Gorgus, par exemple. Bon, et Le Gorgus, non, il n'a pas voulu nous dire. Mais c'était pas la peine, parce que tout avait été dit en fait. Hein, tout avait été dit. Notre travail a été de collationner tout ce qui avait été dit, de le recouper, de le voir et de le regrouper. Et d'essayer, à partir de ce qui avait été dit, de poser des questions sur certaines choses. Comment se fait-il que quand on monte l'opération de la grotte d'Ouvéa et qu'on envoie 300 types sur la grotte, on n'envoie pas avec les 300 types, par exemple, les 11 types de l'équipe de police judiciaire qui sera chargée de faire les constatations. Bon, non, eux ne seront acheminés vers la grotte que plus de 2 heures après la fin des combats, de façon à ce qu'on ait eu le temps de mettre de l'ordre dans le décor. Et ça, nous n'avons pas à l'inventer, parce que c'est le chef de l'équipe de police judiciaire qui est là, l'adjudant Da Silva, qui dans son rapport dit « c'est très curieux, on dirait que tout a été camouflé, des corps ont été déplacés, les munitions qui sont à côté des armes ne correspondent pas au lot de munitions qui étaient en possession des Kanaks, etc. » Bon. Et c'est lui qui pose la question du camouflage, dans son rapport. Par conséquent, on peut y faire foi. Vous voyez ? Ce sont des questions comme ça que nous voulions poser, rappeler tout ça. Et puis repartir aussi des autopsies. Il y avait la fameuse grande légende des gendarmes. Bon, il ne s'agit pas d'excuser les Kanaks qui ont tué les gendarmes de Fayaoué. Il s'agissait simplement de dire qu'à partir du moment où ils étaient des assassins de gendarmes, d'abord, il aurait fallu reconstituer les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Parce que il a été écrit dans tous les journaux, tout le monde l'a oublié. Ce sont les gendarmes qui ont tiré les premiers. C'est pas les Kanaks. Les Kanaks ont riposté. Et alors là, ça s'est déchaîné, bien sûr. Mais il fallait savoir, les types qui avaient tué les gendarmes avaient droit à un jugement si nous sommes dans une démocratie. Il fallait par conséquent les arrêter, les traduire en jugement, explorer les faits et voir. Au lieu de ça, le gouvernement a pris la position dès le premier jour. C'est ça qui est dingue, parce que Fayaoué, ça a eu lieu vers 7-8 heures du matin, et c'est à 11 heures du matin, alors qu'on ne savait même pas où ils avaient emmené les types et ce qu'ils allaient en faire. C'est à 11 heures du matin que le gouvernement a passé la main à l'armée. Même pas à la police, à l'armée. Donc c'est à 11 heures du matin, 4 heures après Fayaoué, qu'on avait décidé le massacre. Parce que quand on met l'armée, c'est le massacre. Elle ne peut pas faire autre chose, elle n'est pas faite pour autre chose, du reste. Alors, c'est tout ça que nous voulions remettre par écrit, bien, sereinement. On a mis 1 an à faire le travail, à recouper, à faire. Et puis, on l'a exposé. Bon.
Personne n'a protesté, personne n'a dit que c'était faux. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de réaction officielle. Ah, personne n'a jamais branché. Hein. Personne n'a jamais branché. Et vous avez l'impression que ce rapport, maintenant, servira pour l'histoire? Oui, c'est pour ça qu'on l'a fait. Est-ce qu'il y avait des tentatives de désinformation à cette époque d'UVA? Il n'y a eu que ça. Ça a été en permanence. La première, bon, les gendarmes ont été coupés en morceaux à la machette. Or, bon, en annexe de notre rapport, il y a les 4 rapports d'autopsie. Les gendarmes ont été tués par balle. C'est tout. C'est écrit. C'est écrit, c'est officiel. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que c'était officiel et c'était publié. Car il y avait un inconscient à Nouméa qui avait publié ça au palais de justice. Hein. Et non seulement ça n'a pas été repris par la presse locale, mais pas non plus par la presse parisienne. En tout cas, le gouvernement était au courant. Et jusqu'au dernier jour, hein, des semaines après, on continue à dire ces pauvres gendarmes qui ont été coupés à la machette. Il y a les grandes tirades de tous les ténors du gouvernement en disant qui s'est penché sur leur sort pendant qu'ils agonisaient, coupés en morceaux. C'est complètement dingue. La désinformation totale. Suffisamment pour exciter des gendarmes. Et pour exciter les gendarmes suffisamment pour que des gendarmes tuent des canaques à la machette. Parce que ça, il y en a au moins 3 qui ont été faits comme ça. Vous voyez ? Autrement dit, la fameuse barbarie qu'a invoquée Chirac, hein, ce ne sont même pas des hommes, etc., ben c'est finalement des gendarmes qui l'ont fait. Excités par la mauvaise information. Excités par les fausses informations qu'on leur donnait. Et puis par le fait qu'on leur avait manifestement donné carte blanche pour massacrer, avec ordre de massacrer. Alors justement, dans cette affaire, on a parlé d'actions, même le ministre de la Défense a parlé d'actions contraires à l'honneur de l'armée. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des actions contraires à l'honneur de l'armée? Oui, bien sûr, ça n'a pas arrêté. Contraire à l'honneur de l'armée et de la gendarmerie. Bon, tous les quelques jours qu'ils ont passés à UVA en enquête pour savoir où on avait emmené les gendarmes prisonniers, etc., bon, la façon dont s'est comportée la gendarmerie vis-à-vis de la population civile d'UVA, qui n'étaient pas les ravisseurs, qui étaient simplement des civils français, citoyens français. La façon dont ils se sont comportés était scandaleuse vis-à-vis des lois du pays. Bon. Tout le monde expulsé de ses maisons. Hein. Les femmes et les enfants, toutes regroupées dans 2 cases, hein, couchant ensemble à 120 dans la case, hein, n'ayant pas le droit de sortir même pour pisser, faisant leurs besoins à l'intérieur, hein, les unes au milieu des autres. Bon. Une seule ayant le droit de sortir pour essayer de faire un peu de cuisine pour tout le monde, les enfants n'ayant pas à bouffer. Bon. Mais par ailleurs, les hommes séparés de leur côté, les hommes déshabillés, de la tête aux pieds, attachés par des menottes à des poteaux, alors qu'ils n'étaient pas dans le coup de Fayaoué, simplement parce qu'on voulait qu'ils disent où ils auraient pu emmener les trucs, bon, hein, où ils auraient pu emmener leurs prisonniers. Bon. C'est dingue quand on pense à ça. On ne voit pas une population, c'est une population française. Bon. Alors vous voyez ici, par exemple, tous les habitants d'un quartier, hein, attachés et nus au réverbère, sous prétexte qu'on voudrait savoir où est passé le gangster. C'est un jeu de fou, premier point. Bon. Ensuite, pillage. Pillage dans les maisons. Hein. Toutes les caisses de toutes les coopératives ont été volées par les gendarmes. Ce pas des gens riches pourtant. Mais les quelques centaines de mille balles qu'il y avait ont toutes été volées. Des objets personnels. D'autres objets personnels complètement détruits. Alors qu'il s'agit, je répète, il ne s'agit que de population civile totalement innocente. Bon. Un cas flagrant qui a fait parler de lui par la suite, c'était Djubeli Wea. Le fameux Djubeli Wea. Bon. Djubeli Wea, dont on savait qu'il était indépendantiste. Djubeli Wea n'avait pas participé en aucun cas à Fayaoué pour une raison bien simple. C'est que quand il y a eu le massacre de Fayaoué, ce qu'on appelle le massacre de Fayaoué, Djubeli Wea était malade et couché depuis 15 jours. Donc on sait qu'il n'y était pas, il n'y avait pas de problème, hein, il ne participait à rien. Bon. Ce qui n'empêche pas que dès que les troupes sont arrivées, on l'a sorti de son lit à coups de botte et on l'a envoyé à Fresnes. Arbitrairement. Il a fait 2 mois à Fresnes, alors qu'il n'était pas dans le coup. Vous voyez? Alors, quelle a pu être la montée de la haine chez Djubeli Wea? La montée supplémentaire de haine. Bon. D'avoir été à Fresnes. Et que pendant ce temps-là, son père, le vieux Kony Wea, hein, soit mort devant les sévices qui lui ont été infligés. Il était vieux, il avait 85 ans, bon. Mais il est mort manifestement des sévices, du traitement qu'il a vu infliger, du traitement qui lui a été infligé. Bon. Alors vous voyez la montée de haine supplémentaire encore. Et 1 an après, on aura le drame de Djubeli Wea manipulé par Dieu sait qui. Bon.
Non, tout a été scandaleux. Mais alors ça, si vous voulez, là on parle des petits exécutants. Bon, mais l'opération elle-même a été montée pour tuer. Pas de survivants. Pas de vous prisonniers. avez l'impression qu'on attendait aussi un prétexte pour justement faire intervenir l'armée et faire un massacre quelque part? En tout cas, la décision a été prise, 3 heures après l'affaire de Fayaoué, la décision a été prise de faire intervenir l'armée et de faire le massacre. Et tout le reste, c'est des mots. Hein. C'est à 11 heures qu'on a pris les réquisitions pour que l'armée soit chargée de l'affaire d'Ouvéa. Alors que, je répète, il s'agit quoi? Il s'agit d'une affaire à la rigueur, appelons ça une affaire de grand banditisme, avec prise d'otage. Bon. On ne s'amuse pas ici à faire donner le régiment de cuirassiers. Hein, c'est le rôle de la police. Là, on a envoyé, à fond. Puis alors, vous avez aussi, bon, quand il dit des actes contraires à l'honneur militaire ont été commis, oui, certes, parce que bon, il y a l'affaire d'Ouvéa elle-même telle qu'elle a été montée. Il y a le massacre. Il ne faut pas oublier quand même, bon, et ce, le gouvernement ne pouvait pas l'ignorer. Hein, et ce sont les autopsies des médecins qui nous l'ont révélé. Sur les 19 morts, hein, il y en a 14 qui ont une balle dans la tête. Quand même. Alors peut-être qu'ils l'ont ramassé au combat, très bien. Mais il y en a au moins 5 dont nous savons qu'ils ne l'ont pas ramassé au combat. Au moins 5 qui ont été assassinés froidement. Vous prenez par exemple à un moment, il y a eu un arrêt dans les opérations parce que les Kanaks, ou un des gendarmes Kanaks, un des gendarmes prisonniers des Kanaks, s'était interposé pour demander qu'on évacue un blessé. Bon. Un blessé qui avait des balles dans le ventre. Blessé Kanak, très bien. On a arrêté les combats, on a envoyé 2 soldats avec un brancard chercher le blessé. Ils ont chargé le blessé, dont je répète qu'il y avait des balles dans le ventre. Et ça, c'est écrit partout, et c'est même écrit dans le rapport des généraux. Hein. Bon. On l'a emmené, soi-disant, pour l'envoyer à la DZ des hélicoptères, pour l'envoyer à l'hôpital. En fait, on a retrouvé le corps du type au bord du cratère. C'est-à-dire que les gendarmes, les types qui sont venus le chercher sur des civières l'ont transporté 50 mètres, et on l'a retrouvé avec une balle dans la tête. Oui, donc c'est une exécution. C'est une exécution sommaire, c'est tout. C'est une exécution sommaire. On ne fait pas de prisonniers, c'est tout. Bon. Hein. Et alors là, avec tous les déchaînements possibles de fantasmes de tueurs chez un certain nombre de militaires, parce qu'il ne faut pas se leurrer, bon, il y a un certain nombre de militaires dans certaines unités spéciales dont le seul but dans la vie, c'est de tuer. Hein. C'est pour ça qu'ils y sont, tuer impunément. Hein. Bon. Et pour qu'ils puissent faire ces exécutions, oui. Est-ce qu'ils doivent avoir un ordre? Ou alors est-ce qu'ils peuvent le faire d'eux-mêmes, enfin prendre cette initiative tout seuls s'ils n'ont pas reçu d'ordre? Je l'ignore. Enfin, on peut toujours faire ça tout seul. J'en ai vu faire, hein, pendant la guerre. Bon. Mais ceci dit, quand il s'agit d'une opération de police, on pourrait espérer, après ça quand même, qu'il y ait enquête et éventuellement poursuite. C'est tout. Or, il n'y a eu ni enquête ni poursuite. Rien du tout. Ils sont tous en liberté, tranquilles, peinards. Or, il y en a quand même 14. Hein. Et alors justement, est-ce que vous avez pu constater à d'autres occasions dans votre carrière militaire des faits de cet ordre, par exemple, dans d'autres pays que la Nouvelle-Calédonie? Vous n'empêcherez pas que, bon, bien sûr, en Algérie, vous avez eu tout ce qu'on appelait les corvées de bois, bon, qui consistait à liquider les types sans jugement, en prétextant qu'ils avaient cherché à s'enfuir. Bon, hein. On les emmenait en corvée de bois, et puis on disait « Ah, à un moment, il a laissé tomber son fagot, il est parti. » Bon. Il y a eu des tas de types exécutés comme ça. Bon, souvenez-vous, bon, il n'y a pas longtemps encore, vous aviez à la télévision, mais c'était le matin à 8h du matin, 8h30, on vous passait l'histoire de la guerre d'Algérie. Bon. Et on vous parlait de la fameuse répression d'Alger par les troupes de Bijar, bon, et de ce que l'on appelait les crevés de Bijar. Hein, c'est-à-dire les types que la mer renvoyait. Bon, on a 4000 types quand même. Hein. 4000 types que la mer a rendus, bon, qui manifestement avaient été jetés à la mer du sommet d'un hélicoptère. Bon. Mais quand vous étiez en Algérie oui. À cette époque-là, oui. Est-ce que dans l'armée vous aviez connaissance de ces méthodes déjà? Oui, bien sûr. Ben, Bollardière avait déjà démissionné et protesté contre tout ça. Oui, tout le monde savait que ça se passait. Et qu'est-ce que vous pouviez faire, vous, à l'intérieur? Rien. Parce que quand Bollardière, lui, qui était général, commandant de secteur, ancien chef de tous les parachutistes d'Indochine, hein, a protesté en disant c'est pas des procédés tolérables, je ne les accepte pas, hein, il a ramassé 2 mois d'arrêt de forteresse pour avoir dénoncé la chose. Et il a dû quitter l'armée. Et vous-même, vous avez tenté à cette époque-là de faire quelque chose ou d'en faire prendre conscience à vos supérieurs ou... Mes supérieurs étaient parfaitement au courant. Au courant.
parfaitement au courant, non. Je n'ai pas participé à ce genre de choses, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. C'est peut-être pas très honorable. Et par la suite, alors vous êtes revenu, vous en avez reparlé une fois que, disons, vous étiez plus complètement en activité dans l'armée. Vous avez eu l'occasion de reparler de ce qui s'est passé en Algérie ou Non, c'est devenu de notoriété publique, il n'y a rien à raconter. Bon, vous avez assez de témoignages, c'est reconnu, bon, tous les colonels et autres, bon, tout le monde le sait, ça a torturé en grand en Algérie, ça a tué en grand en Algérie. Et parmi les gens qui étaient en Nouvelle-Calédonie, est-ce que, d'après ce qu'on sait, il y avait des gens qui avaient déjà travaillé, disons si on peut dire, en Algérie? Parce que les gens d'Algérie venaient souvent d'Indochine déjà. Oui, c'est difficile à dire. Mais là, ça fait quand même plusieurs années. C'est difficile maintenant. à dire. Il y a des tas d'années, bon, certainement pas dans les troupes, par exemple, qui attaquaient Ouvéa, ça m'étonnerait qu'il y ait quiconque qui ait participé à l'Algérie. Mais il y a une tradition dans l'armée française. Il y a eu une tradition. Quand l'Algérie s'est terminée, avec l'armée en partie, dans l'armée, une espèce de lèpre qui s'appelait l'OAS, qui avait été montée sous la direction des colonels qui avaient fait l'Indochine, bon, qui avaient inventé une théorie braneuse de guerre subversive, parce que, n'est-ce pas, il est évident qu'une révolte contre les armées françaises, ça ne peut pas être spontané, ça ne peut pas venir d'une raison valable, hein. C'est forcément suscité par l'étranger, hein. C'est forcément, à l'époque c'était Nasser, comme aujourd'hui c'est Kadhafi. Bon, hein. Il n'est pas possible qu'on se révolte contre la France quand on est un type de bonne foi. Bon. Alors, à l'époque, ils avaient donc inventé leur histoire de guerre subversive. Pour nier, simplement pour nier qu'il puisse y avoir une révolte, une guerre de libération. Alors, ceux-là, si vous voulez, bon, avaient monté l'OAS, mais l'OAS avait contaminé, moi j'y étais à cette époque-là, bon, l'OAS avait contaminé en grand, disons, les officiers français, c'est un fait. Bon. Après qu'il y ait eu le putsch d'Alger, moi j'étais plus en Algérie à ce moment-là, j'étais à l'OTAN à Naples, mais après qu'il y ait eu le putsch d'Alger, il est manifeste qu'on n'a pas épuré. Pas plus qu'on avait épuré en 1945, après Vichy. Il faut quand même se souvenir qu'après Vichy, hein, 95% des officiers d'actifs français n'avaient pas participé à la guerre depuis 1940. Hein. Ils avaient refusé. Ils ne voyaient pas de raison de se battre contre les Allemands. Bon, c'était un ordre qu'ils aimaient, ça. Hein. Bon. Après ça, les autres sont venus en Algérie, ça a continué. Et on a fait quoi à l'Indochine? On l'a fait au nom de la lutte contre les communistes, le communisme international, bon, qui était la grande théorie de Vichy, du reste. C'est qu'on entendait à la radio. Moi, quand je passais en France, on me serinait les oreilles avec la lutte contre le communisme. Bon. Alors, ils sont revenus en Algérie, on a aussi mis ça sur le dos de la lutte contre le communisme. C'était la subversion internationale. Toutes les ficelles étaient tirées à Moscou. Ça ne pouvait pas être des Algériens qui nous adoraient, qui se révoltaient. Et l'armée était très contaminée. Mais on n'a pas plus épuré qu'en 1945. En 1945, tous les types qui ne s'étaient pas battus pendant 50 étaient réintégrés avec leur grade, leurs fonctions, etc. dans l'armée française. Ils ont pris le commandement des gens qui s'étaient battus. Hein, bon. Et là, on en a mis dehors combien? 250, 300? Ceux qui avaient assassiné. Mais tous les autres qui étaient d'accord et qui n'avaient pas été pris à assassiner sont restés dans les armées. Et comme leur putsch a échoué, parce qu'une bonne partie de l'armée ne marchait pas, eh bien, ils ont pu profiter du système militaire français pour eux épurer. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas marché en Algérie ont été éliminés dans les années qui ont suivi. Parce que l'armée est seul maître de l'avancement, des mutations, des affectations, de tout. C'est l'armée toute seule. Le gouvernement, aucune autorité civile n'intervient à aucun moment dans l'avancement des officiers. Et à partir du grade de capitaine, il ne se fait qu'au choix. Au choix de la hiérarchie. De la hiérarchie. Le gouvernement croit intervenir pour les généraux et pour les chefs d'état-major. Hein, il fait son choix. Il fait son choix dans 3 annonces fournies par les armées. Il ne fait pas son choix libre. Et il ne les connaît pas, les types. On lui présente 3 noms, il en prend un. Vous voyez? Alors, l'OAS, finalement, s'est beaucoup plus développé dans les armées par la suite que ça ne s'était développé en Algérie, finalement. Et il y a un certain nombre d'opérations spectaculaires qui ont eu lieu. Prenez Giscard d'Estaing, dont il faut quand même se souvenir qu'il venait des milieux de l'OAS. Car Giscard d'Estaing, ministre du budget, avait dû quitter le gouvernement Pompidou parce que trop mouillé avec l'OAS. Et il n'était pas revenu au pouvoir sous De Gaulle, hein. Jamais. Alors Giscard arrive, et Giscard fait quoi? Il appelle comme secrétaire d'État aux armées Marcel Bijard, mon ami Marcel Bijard. Alors mon ami Marcel Bijard
en 1976, si je me souviens bien, exécute les ordres qu'il reçoit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Bijard, il n'est pas capable d'inventer un truc, politiquement. Alors, il exécute, et on fait à l'époque, reprenez les titres du Monde, ça doit être vers juillet 76. Les titres du Monde disant, à partir d'aujourd'hui, commence dans les armées, c'est un bel article de Jacques Isnard, l'opération Bijard. Les épurations Bijard, pas les épurations, les promotions Bijard. Bon. Alors d'autres journaux font des gorges chaudes, on appelle ça les promotions bizarres, parce que le prétexte c'est, il faut rajeunir cette armée, il y a trop de vieux cronies, alors on va commencer par changer tous les commandants des écoles dans l'armée. Tous les commandants des écoles, toutes les unités écoles, on change de commandant. Alors, à Saint-Cyr-Côte-Quinan, par exemple, on avait envoyé le colonel Bizarre. Colonel Bizarre, colonel parachutiste. Parce que tous les commandants d'école sont débarqués et remplacés par des parachutistes ou des légionnaires. C'est-à-dire par ceux qui vraiment portent la vérité en eux. Bon. Et on a vu comme ça, sauf bien sûr dans les écoles où on ne pouvait pas mettre du parachutiste ou du légionnaire, comme Saumur, les cavaliers. Alors là, on a mis un cavalier. Mais tous les types étaient remplacés, et ce qu'il y avait d'amusant, c'était pour ça que les journaux rigolaient, c'est qu'ils étaient remplacés quelquefois par des types plus vieux qu'eux. En fait de rajeunissement, ça n'avait rien à voir. C'était une opération politique. On mettait à la tête de toutes les écoles des gars capables d'instruire les armées dans ce qu'on voulait qu'elles apprennent chez les jeunes. Par exemple, à Saumur, on avait mis mon ami le général Delaunay, qui fera parler de lui par la suite, qui est le prototype même du pétiniste, intégriste, tout ce que vous voulez. Bon, c'est une caricature, ce type. Et vous n'avez pas lu son livre, La foudre et le cancer? Non, ça vaut pourtant la peine. Ça vaut pourtant la peine. Alors lui, il cherche la subversion très loin, puisque même le jazz est chargé de subversion. Le jazz, les notes de musique s'écrivent à Moscou. Il est dingue, ce type. Mais c'est lui qui prend Saumur, à cette époque. Et non seulement il prend Saumur à cette époque, mais 2 ans après, il prendra l'ensemble des écoles de l'armée de terre. Oui. Et 2 ans après, il sera chef d'état-major de l'armée de terre. Vous voyez ? Et comme ça, on a vu monter tous les gens bien imprégnés d'OS, sont montés jusqu'à la tête des armées françaises, qui ont été prises en main par les parachutistes et les légionnaires. Et ce phénomène ne s'est pas arrêté encore pour l'instant. Ah non, Schmitt, il est légionnaire, Schmitt. Tout comme Janou Lacaze était légionnaire et services spéciaux. En 81, moi j'avais dénoncé Janou Lacaze. C'est le seul type que j'ai dénoncé nommément, à l'époque. Je l'ai dénoncé nommément dans un livre en disant si la gauche arrive au pouvoir, bon, la première chose qu'elle a à faire, c'est de se débarrasser de Janou Lacaze. Janou Lacaze, donc parachutiste, légionnaire, et l'adjoint d'Alexandre de Maranche au SDEC. Comme ça je l'avais connu, moi. Un beau jour, Alexandre de Maranche, c'était en juillet 1972, Alexandre de Maranche invite à déjeuner au SDEC tous les majors généraux des armées, les 4. Bon, alors on y va. On est invité à déjeuner gratuit, bon, il n'y a pas de problème, on y va. Et pendant tout le déjeuner, on nous a briefé sur la subversion et l'ennemi intérieur. Parce qu'Alexandre de Maranche avait entièrement reconverti le SDEC, qui est un organisme de travail à l'extérieur de la France, l'avait reconverti vers l'intérieur. En disant à l'extérieur, les Américains suffisent. Alors, on avait fait le travail, et on ne pensait plus qu'à l'ennemi intérieur. C'est du reste dingue, une armée qui a, comme dans ses soucis, l'ennemi intérieur. Elle ne va pas chercher. Ah, c'est moins dangereux l'ennemi intérieur que l'ennemi hors des frontières, ça c'est sûr. Donc, et là, il y avait Janou Lacaze, qui était colonel à l'époque, bon, et qui se tenait au tableau, nous expliquait, était l'adjoint d'Alexandre de Maranche, il expliquait les trucs. Bon. Alors, Janou Lacaze a été nommé chef d'état-major par Giscard d'Estaing, pratiquement dans le temps qui devrait être neutre de sa passation de pouvoir à Mitterrand. Il nous a collé sur la gueule Janou Lacaze. Et Le Monde, je me souviens, moi je lis beaucoup Le Monde. Le Monde titrait « C'est curieux, voilà un général qu'on ne connaissait pas et qui passe sur le dos de 85 généraux plus anciens ». Eh oui, on nous avait mis Janou Lacaze. On n'a pas touché. Moi, je suis un esprit chagrin, bon, on n'y a pas touché. Non seulement on n'y a pas touché, mais on l'a couvert d'honneur. Il a été prolongé de 2 ans après sa limite d'âge dans ses fonctions. Et puis quand il en a eu fini, qu'on pouvait vraiment plus le prolonger, qu'il n'y avait vraiment pas de raison, quand on commence à se poser des questions, bon, et ben le président de la République l'a pris dans sa voiture pour lui faire la revue des troupes sur les Champs-Élysées le 14 juillet de sa dernière année. Bon, chose qui n'était pas arrivée du siècle. Bon.
Et maintenant, il fait quoi? Il est les indépendants et paysans. Il est président des indépendants et paysans. Hein. Bon, à l'extrême droite. Pas de problème. Et tout ça est monté. Tout ça est monté et l'armée est entre les mains de l'OAS. Le maître à penser de l'armée, c'est ce qu'il y a de fou. Hein. Un des maîtres à penser de l'armée, c'est le capitaine Sergent. Parce que quand la gauche a en plus commis la faute, non pas de les amnistier, vous vous souvenez la fameuse loi d'amnistie, mais ce n'était pas une loi d'amnistie, ils avaient été amnistiés par De Gaulle en 1966. Hein. C'était une réhabilitation. Ça a été une loi de réparation des préjudices subis. C'est ça qui est dingue. Ils avaient pris les armes contre la République, ils avaient tué, tout ça, ils ont réparé les préjudices subis. Ils ont touché des millions d'indemnités. Et en tout cas, l'armée, les jeunes officiers, y ont eu la preuve que c'était eux, les bons Français, qui avaient été condamnés injustement. Puisque le gouvernement de la République les indemnisait du préjudice subi. Vous voyez? C'était les victimes. Et maintenant, l'armée française pense OAS, les jeunes officiers. Et vous avez des affaires comme... Bon, et on les y forme. Vous avez des affaires comme l'affaire du lycée d'Aix-en-Provence ou autre. Bon. Ils sont formés dans cette idéologie. Nous faisons rentrer à Saint-Cyr des jeunes fascistes soigneusement formés. Oui, donc une affaire comme celle d'Ouvéa est tout à fait... Parfaitement dans la norme. Dans la norme, parfaitement de ce dans qui la est norme. prévu, préparé. Et ils se comporteront comme leurs grands ancêtres glorieux. Hein. On va faire des ratonnades. Oui. Voilà. Avec les... Justement, parce que normalement, est-ce qu'un des rôles de l'armée, justement, n'est pas de défendre cet honneur de la France? Si tant est qu'on puisse parler d'honneur de la France. Est-ce que ça a été, quand on vous en a parlé à vous dans l'armée, est-ce que c'était justement de défendre cet honneur de la France? Non. D'abord, parce qu'en guerre, il n'y a pas d'honneur. En guerre, il n'y a pas d'honneur. Ni chez les gouvernants qui veulent gagner à tout prix, ni chez les soldats qui s'en payent une tranche. Hein. Non. L'honneur, c'était une très belle notion de temps de paix, dont on parle comme ça. Bon. Ça existe. Ça existe dans toutes les armées. Bon. Ça existe dans toutes les armées. Moi, même chez les Allemands, par exemple, moi, j'avais apprécié certaines choses, certaines attitudes de certains officiers. Bon, le capitaine de vaisseau Lambsdorff, allemand, qui commandait le Graf von Spee, s'est conduit avec un honneur parfait. Lui, c'est sûr. Quand il a vu bon, qu'il n'y avait pas moyen de s'en tirer, de sauver son bateau, il a débarqué son équipage pour sauver les vies humaines. Il a mis son bateau dans le Rio de la Plata et il l'a coulé. Il est redescendu à terre, sous les acclamations de la foule de Montevideo. Il s'est retiré dans sa chambre d'hôtel. Il a écrit une magnifique lettre au Führer et il s'est tiré une balle dans la tête. Voilà. Cet homme-là a agi avec honneur. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. Et alors, en ce qui concerne justement les troupes coloniales, parce que vous n'étiez pas dans les troupes coloniales, est-ce que vous les avez connues en opération? Bien sûr. Bien sûr, non, je ne suis pas dans les troupes coloniales, mais enfin, les troupes coloniales, n'oubliez pas qu'elles ont repris la vieille appellation de troupes de marine, hein, parce que, eh oui, ça n'existait pas les troupes coloniales quand on n'avait pas de colonies. Hein. En fait, les gens qui prenaient les colonies, le commandant Rivière, au Tonkin, ou des trucs comme ça, c'était simplement des marins. Et ils avaient à bord ce qu'on appelait les troupes de marine, qui étaient des marins aussi, qui étaient les marins qui étaient destinés dans les siècles précédents à se battre à l'abordage. Il y avait de tout à bord. Il y avait des canonniers, mais il y avait aussi des gens pour monter à l'abordage. Bon. Quand la notion d'abordage s'est perdue, ben on n'a plus de ça. Hein. Mais à la place, on a fait des troupes coloniales qui tenaient les colonies, qui avaient pris la suite de ceux qui les avaient conquises. Et quand on n'a plus de colonies, enfin en principe, parce qu'il y en a toujours, mais quand on n'a plus de colonies suffisamment pour justifier les troupes coloniales, on les a réappelées des troupes de marine. Et ils s'appellent des troupes de marine. Vous savez, le 8e RPIMA, régiment parachutiste d'infanterie de marine. Alors justement, il y a une longue tradition entre les colonies et la marine, puisque ce sont des... Ah ben bien sûr, parce que pour aller aux colonies, il faut d'abord prendre des bateaux. Personne n'a jamais pu aller à pied jusque dans les colonies. Hein. Donc ils ont été obligés de passer par les bateaux. Et en fait, c'est les gens des bateaux qui ont pris les colonies. Quand vous prenez la Nouvelle-Calédonie, bon, c'est je ne sais plus quel amiral totalement inconnu. C'est écrit dans mon... c'est écrit dans mon bouquin. Mais c'est lui qui a déclaré prendre possession de la Nouvelle-Calédonie au nom de la France. Comme un autre avait pris Madagascar, comme un autre avait pris l'Indochine. Hein.
Le commandant Rivière avait balayé les pavillons noirs, etc. Bon, tout ça, c'est des marins, bien sûr. Mais quand vous leur laissez la bride sur le cou, hein, et puis quand vous entérinez la chose, parce qu'après tout, hein, un marin, il pourrait décréter « je prends la Nouvelle-Calédonie au nom de la France » et recevoir par retour du courrier un papier des ministères disant « mon jeune ami, vous déconnez à plein tuyau, il est grand temps que vous gagniez la garnison de Romorantin ». Et puis c'est tout. Hein. Bon, ça se serait arrêté comme ça. Non, mais les gouvernements sont bien contents, les gouvernements entérinent, les gouvernements, ils réalisent. Mais ce sont eux-mêmes qui demandaient, à votre avis, à la marine d'intervenir dans ces... Pas forcément, mais c'était bien vu. Pas forcément. D'abord parce que quand les marins partaient à la découverte des îles du Pacifique, on ne savait même pas ce qu'ils allaient trouver. Par conséquent, on ne pouvait pas leur dire « et vous prendrez l'île de Tahiti dès que vous l'aurez découverte ». Non, c'était une compétition entre la France et l'Angleterre. Et dans la marine, cette compétition a beaucoup joué. Elle a pas mal joué. Et surtout en ce qui concerne les colonies. Forcément, on ne nous chargeait pas de découvrir l'Europe. Il y avait longtemps qu'elle était découverte. Oui. Et vous, lorsque vous avez commandé des bâtiments, justement, de Je n'ai pris possession d'aucune terre au nom de la France. Et vous vous êtes retrouvé en compétition avec les Anglais de temps en temps dans la marine. Est-ce qu'il y avait cet esprit de compétition? C'est un peu, non, ça c'est devenu une caricature, si vous voulez. Bon, c'est un sujet de plaisanterie. Bon, la vieille rivalité des marines françaises et anglaises, dont il faut reconnaître du reste que c'est même pas une rivalité. On a ramé derrière la marine anglaise, qui avait des traditions beaucoup plus solides que les nôtres, parce que soutenues beaucoup plus solidement par leur gouvernement que nous par le nôtre. Bon, ça n'a jamais été une compétition. On a fait ce qu'on a pu. Il y a eu peu de périodes où on a pris le dessus. Hein. Mais ceci dit, bon, actuellement, il reste surtout une immense estime. Moi, je tiens les marins anglais pour vraiment le fin du fin de ce qu'il y a sur mer. Beaucoup plus que les Américains. Est-ce qu'avec vos bâtiments, justement, vous êtes allé dans des colonies, par exemple en Indochine, à Madagascar, et comment ça se passait généralement? Comment vous étiez accueillis? C'est difficile à vous dire. Bon, moi, j'étais en Indochine, d'abord sans bâtiment, parce que j'étais avec Saint-Denis à Hanoï pour les négociations de Saint-Denis avec Ho Chi Minh. Et c'était en quelle année, là, que vous êtes... 1945. 1945. Bon, mais ça, il n'était pas question de bâtiment. On était des isolés à Hanoï. On était 14, si je me souviens bien. Il y avait Missoff, François Missoff, qui est devenu ministre. Il s'appelait Sauvagnac à l'époque. C'était Roland Sadoun, qui a fondé l'IFOP. Il y avait une petite équipe. Et pourquoi vous aviez été choisi, vous, parmi ces personnes? Moi, depuis plusieurs années, je travaillais dans les services spéciaux. Je travaillais des missions en France, des choses comme ça. Bon. Et comme après, quand la guerre a été finie en Europe, quand on était chômeurs, quoi. J'avais été retrouver mon patron et j'avais dit, vous n'auriez pas quelque chose qui soit dans mes cordes, que je puisse m'amuser un peu. Il y avait justement Saint-Denis dans son bureau, il m'a dit, hop, partez avec lui. Donc vous avez connu de près l'Indochine et les futurs adversaires de la France. Oui, j'ai connu de près, oui, je vous dis, on était à Hanoï, seul Français, désarmé du reste, en uniforme. Et on était à Hanoï pour négocier avec Ho Chi Minh. Bon, mais ça n'a pas marché. Un certain nombre de gens ont trouvé que c'était idiot de négocier avec Ho Chi Minh et qu'il valait beaucoup mieux reprendre l'Indochine, comme l'avait fait l'illustre commandant Rivière en vainquant les pavillons noirs. Bon, malheureusement, c'était plus les pavillons noirs, c'était les Viettes. Et vous, c'était pas votre avis lorsque vous avez rencontré Ho Chi Minh? Qu'est-ce que vous prévoyiez, vous, déjà? Moi, je ne prévoyais rien. C'était Saint-Denis qui était le patron de la boutique. Oui. Saint-Denis négocier, Saint-Denis qui connaissait bien l'Indochine, négocier l'indépendance de l'Indochine en association avec la France. Et vous pensez qu'à ce moment-là, si ça... Ce qui a échoué au moment des accords de Fontainebleau. Ah oui. Ce qui a échoué à Fontainebleau, parce qu'un certain nombre de militaires ont dit, laissez tomber ces conneries, hein. Il n'y a qu'à y aller avec 100 chars et 500 types, on reprendra l'Indochine. Parce que ce sont des Niakoués incapables de se battre, ils sont peureux, ils sont minables, bon. Et vous, quel était votre point de vue à l'époque où vous négociez? Vous pensiez qu'on pouvait arriver par les négociations à... Saint-Denis, Saint-Denis, on n'a pas été loin. Hein. Saint-Denis, on n'a pas été loin. C'est à Fontainebleau que ça a échoué. C'est pas à Hanoï. Hein. Oui, ça aurait évité plusieurs années de guerre. Ah, ça aurait évité toute la guerre d'Indochine. Toute la guerre d'Indochine. Bien sûr. Donc, mais c'est pas... Vous me demandiez, bon, donc là-bas, j'avais pas de bateau. Bon. Je suis retourné en Indochine comme chef aviation du Lafayette. Mais chef aviation du Lafayette, vous ne mettez pas les pieds à terre. Hein. On a passé là-bas, les quelques mois qu'on passait, bon, ben, c'était sans descendre à terre.
Première escale, Singapour sur le chemin du retour. Après ça, ben, j'ai emmené quand même en 1968, j'ai emmené le Clemenceau à Tahiti pour la campagne nucléaire de l'été 68. Alors là aussi, bon, 2 jours d'escale à Dakar, 2 jours d'escale à Diego Suarez à Madagascar, 2 jours d'escale à Nouméa, et c'est tout. Ce n'est pas ça qu'on appelle des prises de contact coloniales. Mais alors justement, quand on a demandé Ça aurait pu être des ports indépendants, si vous voulez, pour nous, ça revenait au même. 48 heures, le temps de ravitailler, et bon, et on repart. Mais quand on a demandé justement à des responsables de la marine, enfin des gradés de la marine, d'administrer les colonies, est-ce qu'ils étaient à même de le faire, d'après la formation qu'ils avaient reçue? Qui est à même d'administrer des colonies d'après la formation qu'il a reçue? Voilà la grosse question. Qui est à même? Ça dépend des ordres qu'ils reçoivent. Si on vous dit, bon, vous avez hissé le drapeau français, c'est très bien. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune révolte indigène, vous me comprenez, n'est-ce pas? S'il y en a un qui bronche, c'est pour la France. Bon. Alors ça, n'importe quel militaire est capable d'administrer une colonie. Si vous avez comme ordre, ne vous en faites pas, vous pouvez y aller, que ça rapporte le maximum au pays, n'est-ce pas? Matières premières, vous savez que nous en manquons, c'est pour la France. Bon, ça, c'est déjà plus délicat, parce qu'il n'est pas sûr que le militaire aura compris les mécanismes économiques en question. En fait, nous n'avons jamais administré nos colonies. Nos colonies sont restées pauvres, toutes. C'est ça qui est dingue. On en a tiré le maximum en les ruinant, mais elles sont restées parfaitement pauvres, elles ont été horriblement mal administrées. Quand vous considérez qu'un pays comme l'Algérie est resté 150 ans français, et quand vous voyez l'état dans lequel nous l'avons laissé, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la vigne. On parle des routes, on parle des hôpitaux, on parle des écoles. Oui, on a fait des routes, des hôpitaux et des écoles. Quand j'étais en Algérie, à un moment, j'étais dans le secteur de Nemours, sur la frontière marocaine. Donc, on tenait tout un grand secteur là. Il y avait un pays qui s'appelait les Msirdata, qui était en bordure de la frontière. C'était étonnant parce que quand on arrivait de là, on était les premiers blancs qui voyaient. Et il n'y avait pas d'école. On a précipitamment, en 57-58, dans tous ces pays-là, créé des écoles. Bon, c'est assez émouvant, moi je me souviens de ça, il y a eu un beau boulot de fait, mais on ne l'avait pas fait avant. Et quand on allait là, la seule route qui existait, c'était une route qui conduisait de Tlemcen à la villa de bord de mer de l'administrateur civil de Tlemcen. Elle évitait tous les villages, pour qu'ils ne soient pas gênés sur la route. Alors, c'est vrai qu'on a fait, bien sûr, il y a, entre Alger, Oran et autres, on a fait des routes, mais c'est pas vrai qu'on est rentré vraiment dans le fond des campagnes ou qu'on a essayé d'aider les villages et tout. Non, c'était dingue, de misère et d'isolement. Et est-ce que vous avez l'impression qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a encore une situation coloniale actuellement? Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Est-ce que vous vous moquez de moi ou quoi? C'est une gausserie, comme on disait au Moyen-Âge. La situation est parfaitement coloniale. Toutes les caractéristiques de la situation coloniale y sont. Les indigènes ont été refoulés dans des réserves. Ils ont obtenu du bout des lèvres la citoyenneté française qu'il y a quelques années. Bon. Le premier, bon, il ne faut pas nous parler d'école et tout, puisque le premier bachelier kanak, c'est d'après 1960. On leur a fait ni école, ni hôpitaux, ni route, ni niveau de vie. Ils sont refoulés dans leurs montagnes. On a pris toutes les terres cultivables. Et ça continue. Et ça continue. Et quand vous faites une agence foncière pour essayer de rendre tribut des terres qui leur ont été expropriées, c'est ça qui est phénoménal. Vous entendez parler des droits des Français ou des droits de la France. Bon. Moi, je veux bien. Mais enfin, ces terres, on ne les a jamais achetées. Les Français qui sont arrivés là, ils ont reçu gratuitement du gouvernement français, à qui ça coûtait pas cher, les terres des Kanaks, et puis c'est tout. C'est de la situation coloniale totale. C'est même pas la Mitidja qui était un marais non cultivé. Là, ils en vivaient. Bon, et ben on les refoulait plus haut, là où c'est moins fertile, parce qu'en bas, ça plaisait, bon, et on donnait. Mais il y a 5 ou 6 ans, ou il y a 3 ans, on donnait encore des terres. On continue à donner les terres que l'agence foncière avait collectées pour les rendre aux Kanaks. On continue à les donner à de jeunes métropolitains ou autres qui arrivent là-bas. Voilà, vous voulez les terres, voilà, tant d'hectares, pas de problème. On est en pleine colonie.
Et vous avez une métropole qui s'appelle Nouméa, qui ne travaille pas, qui ne produit rien, qui fait du commerce, qui a le monopole des importations, car tout s'importe, hein, et qui le revend au Kanak. On est en pleine exploitation. Ça me rappelle un peu la Corse. Alors justement, puisque la Corse a été colonisée presque un siècle avant la Nouvelle-Calédonie, Ouais. et est-ce qu'il y a eu des similitudes sur le processus, disons, de prise de possession d'une part, et puis aussi d'oppression du peuple? Oui, il ne faut pas non plus exagérer les choses. Bon, d'abord parce que les Corses ne sont pas des Kanaks. Parce que ça se passe aux portes de la France. Alors, ce que nous pourrions dire de la Corse, nous pourrions dire du comté de Toulouse des années auparavant, bon, quand les châteaux des seigneurs toulousains étaient réoccupés par des seigneurs venus du Nord, comme Simon de Montfort Montfort-la-Maurie ou Lévis Mirepoix, hein, Lévis qui reprenait simplement le château de Mirepoix. Bon, hein. Et ça a été comme ça. La France est une immense colonie de Paris. Au départ, nous avons quoi? Nous avons quelques tribus conquérantes, hein, les Francs, c'est-à-dire Clovis et ses compagnons, qui viennent s'établir à Paris, qui n'est pas la meilleure position pour une capitale, mais enfin c'est là qu'ils sont. Hein, bon. Et à partir de là, on va essayer d'agrandir le domaine royal, mais c'est-à-dire d'acquérir quoi? D'acquérir des propriétés personnelles. Et en province par province, on acquérera des propriétés personnelles au domaine royal, c'est de la colonisation, c'est tout. Hein. Et on n'enrichira pas les populations sur place, on exploitera les populations sur place en leur faisant payer les impôts. Bon. Il ne s'agit pas de revenir sur l'histoire, il ne s'agit pas bon, mais les pays, à cette époque-là, les pays sont constitués comme ça. Bon. Et ça a été encore vrai de la Corse, disons, au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, d'après vous, donc, la mentalité... Ça n'était déjà plus vrai de Nice et de la Savoie au XIXe, car ça avait déjà évolué. Mais jusqu'à la Révolution, ça a été ça. On agrandissait le domaine royal. Oui, donc la colonisation, pour vous, c'est déjà cette prise de possession de terre pour le domaine royal. Et est-ce que ça s'accompagne par une domination des peuples qu'on rencontre au fur et à mesure qu'on prend les territoires? Bien sûr, puisque ce sont des peuples sauvages. C'est des peuples sauvages à qui il faut apprendre la civilisation. C'était pareil, je dirais, quand on arrivait en Chine. Il n'est venu à l'idée de personne que la Chine avait été civilisée des millénaires avant la France. Non, non, non. On est les civilisés. Par conséquent, les autres n'ont qu'à s'effacer avec leur culture minable et leur tradition minable et leur truc. Bon. Et on remplace. Et on leur apprend le christianisme d'un côté, bon, ce qui n'est pas une attaque contre le christianisme, et on leur apprend le gouvernement colonial qui n'est pas la démocratie. Voilà. Alors, ces peuples devraient remercier les colonisateurs, puisqu'on leur a amené la civilisation. Eh bien, il se trouve qu'on leur a amené surtout la vérole, des maladies, un certain nombre de choses, et en tout cas, qu'on leur prenait le peu de richesse qu'ils avaient. Alors, je ne suis pas sûr, personnellement, qu'ils doivent nous remercier. Ceci dit, bon, il s'est créé au cours des siècles des attachements, des liens, bon, ne serait-ce que parce que quand on parle la même langue, à la fin, comme c'est la langue qui commande la pensée, finalement, qu'on le veuille ou pas, hein, la sémantique a un pouvoir gigantesque, bon, la façon de raisonner. Bon. Ce qui fait qu'il s'est créé des liens. C'est vrai que nous sommes très proches des Algériens, des Marocains et autres. Moi, je suis médusé quand je discute avec eux. Hein. C'est des frères, il n'y a pas de doute. Hein. Mais, ceci dit, les préjudices subis, ils existent quand même. Est-ce que vous avez l'impression que ces peuples ont accepté à un moment donné? Est-ce que certains ont accepté ou ils sont restés... Ils gardent toujours ce désir quand même de retrouver leur culture Désir de retrouver leur culture, très sûrement. Mais ça, ils ne sont pas les seuls. C'est un phénomène que vous trouvez actuellement dans toutes les provinces françaises. Bon. Au fond, quand on veut bien regarder, prenez l'époque de la Révolution française. À la Révolution française, vous entendez parler couramment dans les écrits. Hein, vous voyez des quartiers habités par des étrangers. Vous vous dites, bon Dieu, qui c'est ces étrangers? Et vous vous apercevez que les étrangers en question, c'est les Savoyards, les Auvergnats, les trucs comme ça. Bon. C'est ça qu'on appelle les étrangers à Paris à cette époque. C'est très rigolo. Bon. Alors, à cette époque, qui est la grande époque de culture française, 17e, 18e et tout, cette culture, elle vient de quoi? Elle vient de la conjonction de toutes les cultures provinciales, du heurt de toutes ces cultures qu'on appelle provinciales maintenant, mais culture des peuples qui composent la France.
que ce soit la culture bretonne, la culture auvergnate, la culture du sud-ouest, la culture toulousaine, ou de Languedoc, qui est autre chose à l'époque que la culture de nord. Tout comme quand on allait aux croisades, la culture des Arabes était autre chose quand même que la culture des chevaliers francs qui arrivaient, qui étaient des bougnols latéraux, qui étaient des primitifs, des brutes. Bon. Alors, c'est tout ça qui avait fait la richesse de la culture française. Le XVIIe siècle et tout ça, c'est le choc de toutes ces cultures. Et on a émasculé tout ça. À vouloir uniformiser tout, la langue, pas le droit de parler dessus, ordre d'abandonner toutes les traditions provinciales, etc. On a ruiné la culture française. C'est ce qui est marrant, c'est que maintenant, quand vous sortez dans la littérature ou partout, qu'est-ce que vous voyez? Des étrangers qui sont venus s'établir en France, qui se sont intégrés, mais qui ont encore une culture étrangère et qui, par conséquent, au choc de la culture française, produisent encore. C'est fou chez les auteurs, en particulier dans la littérature, c'est dingue. Hein, le nombre de Russes qui sont venus travailler chez nous hein, et qui se sont fait un nom dans la littérature. Beaucoup plus finalement que de Français. C'est très rigolo comme truc. On a réussi à tuer cette fameuse culture au nom de laquelle on se bat. Et justement, la culture corse, alors parce que là quand même vous la connaissez de près, est-ce que vous avez l'impression qu'elle existe toujours et qu'elle peut renaître? Oui, bon, la culture corse, ça ne va pas chercher très loin, c'est évident. Mais nous avons quand même un certain nombre de traditions, un certain nombre de choses. En tout cas, nous avions une histoire avant d'être français, voilà. Nous ne sommes pas les seuls. Les Bretons avaient une histoire avant d'être français, les Toulousains avaient une histoire avant d'être français. Ce qu'il y a de saisissant, si vous voulez, dans les annexions par la République française, ou par la France, hein, puisque nous, c'est les rois, ce qui est saisissant, c'est que, par la suite, on ne reparlera plus de nos provinces ou de leur histoire qu'à partir du moment où elles sont françaises. Nous n'avons pas d'histoire avant. Pas d'histoire avant. L'histoire de chaque province commence à son annexion par la France. C'est assez étonnant comme mentalité. Bon, mais c'est comme ça. Alors vouloir faire une histoire de la Nouvelle-Calédonie en partant de la prise de possession française, c'est un peu une aberration quand même. Oui, il faut commencer par reprendre la Nouvelle-Calédonie avant, essayer de voir quels sont les fondements de cette culture. Car ils ont existé pendant des millénaires avant que nous venions quand même. Ils ont des traditions qui sont parfois fort respectables. C'est un peuple terriblement réfléchi, les Calédoniens. Moi, j'ai quand même vu beaucoup de nos peuples coloniaux. C'est finalement un de nos peuples les plus réfléchis, les plus racistes spirituellement. Hein. Beaucoup plus armés, si vous voulez, intellectuellement, pour être indépendants que beaucoup de peuples d'Afrique à qui nous avons donné l'indépendance. Mais moins nombreux, donc moins capables de l'obtenir. Hein. C'est toute la question, dans le rapport de force. Alors on parlait de la Corse tout à l'heure, justement, de cette culture qui a précédé de plusieurs siècles l'arrivée des Français. Et cette culture, elle persiste encore aujourd'hui quand même en Corse. Oui, la Corse. On la retrouve. Les Corses parlent corse, bon. Les Corses parlent corse. Quand vous allez dans les villages là-bas, bon, les Corses parlent corse. C'est un fait. Et même quand vous allez sur les planètes des Invalides au jeu de boules, hein, vous trouverez des équipes qui discutent entre elles dans une langue bizarre que vous ne connaissez pas, hein, et qui est la langue de leur pays. Bon, cela dit, que nous ayons eu une culture bien avant d'être français, c'est sûr, parce que figurez-vous qu'on trouve quand même des allusions à la Corse. Hein. Nous parlons de la Corse là comme exemple, simplement. Oui, comme exemple, bon, comme exemple. On trouve ça dans Rome, hein, quand même. Bon. Sénèque, etc. Bon, tenez, ces temps-ci, on donne au théâtre à Saint-Denis hein, une pièce de Sénèque qui s'appelle Phèdre. Bon. On se pose la question de savoir si elle n'a pas été écrite en Corse pendant que Sénèque était en Corse. Donc, il n'y avait pas de France à l'époque encore. Hein. Mais le monde existait. Et tous les peuples existaient déjà. Bon, que ce soit les Corses, les Basques ou n'importe qui, on existait tous. Bon. En même temps que les ancêtres des Francs. Bon. Alors, ce qu'il y a de certain, si vous voulez, c'est que nous, par exemple, notre langue, et nous sommes les derniers, je pense, à parler latin. Car le Corse est resté du bas latin. Très pur, si on peut appeler très pur, du bas latin. Bon, mais c'est encore du bas latin. Nous sommes les seuls au monde, je crois, hein, pour dire aujourd'hui, à dire odier. Exactement comme Cicéron. Ça n'a pas bougé. Chez les Italiens, qui ne descendent pas des latins, comme chacun sait, ils disent oggi. Nous, on dit odier, comme Cicéron. C'est resté du latin, c'est tout. Par conséquent, nous traînons avec nous la culture latine. Et nous traînons avec nous le goût du droit latin.
puisque Rome avait lancé le droit dans le monde. Rome a créé le droit. Bon, et vous avez énormément de juristes corses à cause de ça. C'est un reste de notre culture. Et quand les Corses s'insurgent, c'est quand la justice n'agit pas. C'est quand le droit n'est pas respecté. Vous voyez, par exemple, dans les journaux, bon, moi je ne défends pas les trucs, mais je cherche des explications, si vous voulez. Mais vous voyez dans les journaux, par exemple, ces derniers temps, bon, il y a eu quelques actions d'indépendantistes corses qui faisaient sauter sur le bord des plages des immeubles pieds dans l'eau construits par des sociétés étrangères et construits en dérogation de la loi française. C'est bien amusant parce que ça c'est Pierre Jox l'a reconnu. Bon, hein. C'est construit en dérogation de la loi française. Alors ça saute. Ils veulent le droit. Mais on a beaucoup parlé de la vendetta en Corse. Mais la vendetta c'est quoi? C'est quand les exactions, les assassinats et autres ne sont plus punis par la justice. Nous avons un certain nombre d'exemples de cas de type qui avaient tué, qui avaient été arrêtés, qui ont été passés en jugement et qui étaient acquittés au tribunal pour des raisons d'influence électorale ou autre. Bon, et abattus sur les marches du palais de justice à la sortie de l'audience. On attend que le jugement ait lieu. Et comme il y a carence de justice, alors la vengeance agit. Vous voyez? C'est autre chose, mais qu'on se méfie. Parce qu'il n'y a pas que là, hein, il y a un tas d'endroits. Quand la justice n'existe plus, vous ouvrez la voie aux vengeances personnelles. C'est important la justice. C'est un des premiers droits de l'homme. Et on voit d'ailleurs que dans l'affaire d'Ouvéa aussi, on réclame justice oui. Pour savoir ce qui s'est passé. Et oui, et on ne parvient pas à savoir ce qui s'est passé. Hein. Et c'est amusant parce que vous voyez aussi les partis de droite qui protestaient il y a quelque temps contre la loi d'amnistie pour les gens d'Ouvéa ou pour les gens de Nouvelle-Calédonie. Hein. Bon, les Kanaks amnistiés, les Kanaks qui ont participé à des affaires de sang. Bon. Mais on oublie une chose, c'est que les Kanaks, par exemple, qui avaient participé à l'affaire de Fayaoué, ils sont tous morts. Ils ont été abattus, sans passer au tribunal du reste. Mais la justice, ça voudrait dire que ceux dans l'autre camp qui ont assassiné froidement et tué d'une balle dans la nuque devraient aussi passer en justice. Et qu'au fond, l'amnistie, elle va couvrir finalement beaucoup plus de militaires français que de Kanaks dans les affaires d'Ouvéa. Exactement, donc dès que la justice est touchée, à ce moment-là... La justice, c'est une des choses les plus importantes. C'est un des principaux moteurs de l'humanité, hein, la justice. Et à partir du moment où vous lancez des sentiments d'injustice, vous ne savez pas où ça pourra s'arrêter. C'est le principal droit de l'homme, le droit à la justice. C'est la seule chose qui permet de faire une société organisée, une société policée, une société civilisée. S'il n'y a pas de justice, c'est foutu. Je voulais revenir à un phénomène sur la Corse aussi, qui est le nombre de soldats que la Corse a fourni déjà pendant la guerre de 1914 et par la suite dans les troupes coloniales. Alors, est-ce que les Corses avaient un goût particulier pour les faits d'armes ou est-ce que c'est qu'ils ne pouvaient pas faire, ils n'avaient pas tellement le choix? Disons qu'à travers les siècles, les Corses ont été relativement doués pour le métier des armes, quoi, disons ça. C'est-à-dire que ça a été vrai. Les Romains ont mis 100 ans à conquérir la Corse. C'était forcément pas la même race que maintenant. Mais enfin, il y avait un bon atavisme de montagnard connaissant ces montagnes. Bon, et par conséquent, ça luttait très bien. Et par la suite, chose que les Français ignorent, la plupart du temps, les Corses ont fourni la garde pontificale jusqu'à Louis XIV. C'était les Corses. Ils essaimaient, si vous voulez, pour aller servir dans les armées des principautés italiennes. Hein. Ils étaient colonels au service de Venise. Ils ont beaucoup fourni à Venise, à Pise, à Florence, à Naples, à tout ce qui... Ils suivaient où ils étaient adjoints au condottieri, si vous voulez. Quand vous prenez un des condottieri italiens le plus connu, qui s'appelle Jean de Médicis, Jean des bandes noires, Giovanni delle Bande Nere, hein, il avait comme lieutenant un homme qui s'est fait connaître plus tard au niveau de l'histoire de France et qui s'appelait Sampiero le Corse. Sampiero Corse. C'était l'adjoint de Jean de Médicis. Bon. Et donc il a commencé là sa carrière militaire. Il n'était pas question de la Corse française à l'époque, mais il est devenu plus tard colonel général des Corses au service de la France, puisque la royauté agissait beaucoup en recrutant à l'extérieur. Et pour le montagnard corse, si vous voulez, qui laissait à sa famille du reste, nous avons un peu le même phénomène qu'avec la Kabylie ou ailleurs. Bon, hein. Pour le montagnard corse, bon, il partait, il servait pour le roi de France. Hein.
Ils s'y anoblissaient. Ils se faisaient une promotion sociale. C'est comme ça que donc, vous avez eu Saint-Pierre a été colonel général des corps de service de la France. Son fils, Alphonse d'Ornane, est devenu maréchal de France. Son petit-fils, Jean-Baptiste d'Ornane, était maréchal de France aussi, oui. Promotion sociale gigantesque pour quelqu'un qui sort d'un petit village du côté d'Ajaccio. Mais ce métier des armes leur a toujours apporté. Ils y étaient à la fois. Il leur convenait. Ils étaient durs physiquement, parce que la vie était dure dans les montagnes. Bon, donc par conséquent, parfaitement apte à ce métier, car ce métier, pour y être apte, il faut simplement être dur physiquement, c'est tout. Hein. Bon, c'est malheureusement pas tant les qualités, il en faut, mais pas tant les qualités intellectuelles, hein, que d'abord des qualités de résistance physique. Bon. Alors ils en ont fourni beaucoup à l'époque. Et sous Louis XIV, la garde pontificale, qui était traditionnellement fournie par les Corses, ayant eu une altercation avec les gens de l'ambassade de France à Rome, le roi Louis XIV a exigé la dissolution de la garde pontificale corse. Et il a exigé qu'il y ait dans Rome un monument pour rappeler que là, les Corses indignes d'être des hommes avaient été dissous parce qu'ils avaient tué un laquais, un emmerdeur de laquais français. Voilà, vous voyez. Et ça a été remplacé par les Suisses, qui n'était pas la tradition. Ah, ça c'est une histoire que vous m'apprenez, alors je ne connaissais pas du tout. Et c'était pas par les Suisses. Et alors c'est pour ça qu'après l'État français a puisé beaucoup parmi les Corses pour ses armées. Ils s'engageaient d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas puisé beaucoup. Remarquez, bon, ils se sont... Bon, d'abord, dans la guerre de 14-18, hein, disons que... ils ont payé un lourd tribut. Ils ont payé très lourd. Ils ont payé plus lourd que beaucoup de régiments français, c'est un fait. Beaucoup plus lourd que beaucoup de... Soit je ne veux pas faire de procès, savoir si on les engageait plus, etc. Bon, c'est un fait qu'ils ont payé plus en moyenne que les autres provinces. Bon. La coloniale, c'est autre chose. C'est à la fois le métier des armes et le plaisir d'une vie coloniale qui n'est pas la même vie quand même qu'immigrer à Paris. Hein. Voilà. Alors, ils ont trouvé que ça leur convenait bien. Bon, ça faisait des petits seigneurs locaux. Bon, ils ont servi dans la coloniale. Vous oubliez un point quand même, qui est, disons, la guerre de 39-45. Parce qu'en 1942, la Corse ayant été libérée, la Corse a été mobilisée, comme l'Afrique du Nord. Et par conséquent, tous les jeunes gens de 18 ans ont dû rejoindre les armées, hein, et s'ils ne rejoignaient pas, ils étaient déserteurs. Bon. Mais cela dit, quand on a débarqué en France, avec des armées qui par conséquent comprenaient des pieds noirs et des Corses, quand on a débarqué en Corse, il s'est trouvé qu'après la libération en France, il s'est trouvé qu'après la libération de la France, il n'y a pas eu mobilisation générale. Et alors vous avez eu cet étonnant phénomène que un jeune Bastier de 19 ans qui n'était pas aux armées était déserteur, passible du tribunal militaire et fusillé, tandis qu'un jeune Parisien qui jouait au yéyé à Paris, ça c'était parfaitement normal. Et on oublie ça, mais ça a été psychologiquement, ça a eu une action terrible au point de vue des autonomistes et des indépendantistes. Cette différence de traitement, où ils ont dû se battre jusqu'au dernier jour en Allemagne. Moi je sais, j'avais mes frères, moi. Hein, ils ont dû se battre jusqu'au dernier jour en Allemagne. Alors que ça n'était pas ce qui était demandé aux jeunes Français. Donc il y avait une discrimination coloniale. En tout cas, ça a été ressenti comme tel. En tout cas, une injustice. Une injustice flagrante. Si on avait voulu faire balance égale entre les Français, une fois opéré le débarquement, et la France libérée, on aurait dû dire, ceux qui veulent rentrer chez eux, rentrent chez eux. Puisque pas un jeune Français n'est tenu d'être aux armées. On ne l'a pas fait. Vous voyez ? Et alors donc vous êtes plus sensible aussi à toutes les injustices qui peuvent se passer dans d'autres pays, ex-colonies ou colonies françaises. C'est pour ça que je suis à la Ligue des droits de l'homme. Il n'y a pas que les colonies françaises, mais tous les pays du tiers-monde. Oui, vous étendez votre action à tous les pays du tiers-monde. Ah ben oui, il est difficile de distinguer les uns par rapport aux autres. Pourquoi est-ce qu'il serait plus terrible de voir mourir de faim un gosse dans une de l'ancienne colonie plutôt que dans le pays voisin qui était une colonie anglaise ou une colonie allemande. Bon, hein, c'est tout le tiers-monde que nous avons mis dans cet état-là. Est-ce que vous avez l'impression alors justement que ce tiers-monde est dans cet état-là, en partie aussi à cause des différentes colonisations anglaises, hollandaises, espagnoles, françaises?
quelle est la part de responsabilité des pays d'Europe dans ça? La responsabilité n'est pas absolue, c'est sûr. Et elle a des aspects très différents. Bon, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de choses chez eux, qu'on a beaucoup pillé dans les matières premières. Disons que ça se ressent d'abord dans le fait qu'ayant été habitué à avoir les matières premières de ces pays à très bas prix, même gratuitement, on ne se décide pas à les payer à leur valeur. Bon. Alors premier point, ça c'est une ponction d'argent au fond. C'est une richesse que nous continuons à leur prendre à bas prix. Et c'est difficilement admissible. C'est vrai aussi que la civilisation médicale que nous leur avons amenée s'est retournée contre eux. Car on leur a appris à ne pas mourir des maladies qui les décimaient. Il est difficile de nous le reprocher, mais ça a produit parfois des démographies galopantes qui font qu'avec les maigres ressources de leur pays, ils n'ont pas de quoi nourrir ces populations. Et ça, nous les avons en plus, pour nos guerres ou nos besoins de main-d'œuvre, amenés dans nos usines. Et on leur a fait découvrir une vie où le plus misérable ici est immensément riche par rapport aux riches là-bas. Il ne faut pas oublier ça. Alors là, intellectuellement, nous les avons complètement déséquilibrés. Et nous nous étonnons maintenant de les voir venir. Nous continuons à les inonder de films de télévision et de choses comme ça. Qui leur montrent des pays où tout le monde est beau, où tout le monde est propre, où tout le monde vit dans des palais, alors qu'ils sont dans des cases. Parce qu'un appartement de 3 pièces, c'est un palais pour eux. Et nous nous étonnons qu'ils prennent le bateau pour essayer de venir là où on peut nourrir sa famille. Tout ça, c'est des responsabilités confuses, c'est des responsabilités diffuses. Mais c'est des responsabilités, il ne fallait pas les mettre là-dedans, il ne fallait pas leur apprendre à ne pas mourir de la vérole. Mais alors, est-ce que vous sentez une culpabilité, alors en tant que... parce que vous, en tant que Corse, vous avez été colonisé... Je ne me sens pas une culpabilité, mais je me sens un devoir d'essayer de les aider dans la faible mesure de mes moyens. Et je déplore que tout le monde ne ressente pas le même devoir. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité autre que celle que vous pratiquez, c'est-à-dire avec la Ligue des droits de l'homme, ou personnellement, en prenant position, qu'est-ce que vous voyez comme solution à proposer, par exemple, à l'opinion publique, au gouvernement? Est-ce qu'il y a des solutions envisageables? Oui, il y a des solutions, bien sûr. Je crois qu'une des grandes choses, une des idées qui ont été très responsables de certains maux de l'humanité, et qui, je pense, va passer dans le siècle qui vient, c'est la notion d'État-nation. Parce que c'est fou le nombre de choses injustes qu'on a fait au nom des États-nations. C'est-à-dire au nom du maintien de la puissance d'un gouvernement, d'un pouvoir. Bon. Ça a été vrai autrefois, quand c'était les rois de France, ils agrandissaient le domaine pour leur puissance. Mais la République a allègrement pris la suite des rois de France. Et l'État-nation est une mystique en soi. Et on vient vous parler, on voit. Et au nom de la grandeur française, ou de la puissance française, ou des droits de la France, ou des intérêts de la France, on continuera à écraser des petits peuples. Et je crois que cette notion-là, il va maintenant être temps au XXIe siècle, et je pense que ça on le verra au XXIe siècle, de quitter le siècle des nationalités, qui a été le XIXe et le XXe, pour venir au siècle des peuples. Et essayer maintenant de rendre une justice à tous les pauvres peuples opprimés qu'il y a sur Terre, et écrasés qu'il y a sur Terre. Nous sommes dans un système qui réduit en bouillie la majorité des peuples au profit de quelques-uns. Il va falloir changer ce système, on ne peut pas continuer comme ça. Et alors, est-ce que vous avez l'impression justement que ce qui se passe du côté de l'Est est plutôt dans ce sens, c'est-à-dire ce que vous annoncez, c'est-à-dire que les peuples se réveillent, ou est-ce qu'au contraire les nationalités se réveillent? On a espéré que les peuples se réveillaient. Le vote de la RDA est une chose assez décevante, dans la mesure où, en se réveillant, ils ont simplement couru à la richesse. Leur seule aspiration, ça a été d'avoir des marques de l'Ouest. Bon. Peut-être quand même que, sortant d'un système détestable, ils vont s'apercevoir qu'ils rentrent dans un système presque aussi détestable, par ses effets. Pas par ses effets immédiats sur la liberté individuelle ou autre, mais par ses effets à long terme sur l'ensemble de l'humanité. Et peut-être qu'on se décidera à trouver un moyen terme
où au lieu d'accumuler gaspillage, richesse et autres, on se décidera à penser qu'il faut peut-être aider tous ceux qui crèvent. C'est dingue le nombre de gosses et le nombre de gens, parce que bon, les gosses c'est pas plus défendable que les vieillards, hein, bon, mais c'est dingue le nombre de malheureux qui crèvent de faim chaque année par millions, alors que pendant ce temps-là on détruit les surplus, on détruit les trucs, bon, hein, et au nom de la rentabilité, parce que n'est-ce pas, il est plus rentable de détruire les surplus que de les donner aux gens qui ont faim, etc. Et pour un système de fou. Et pour la Nouvelle-Calédonie, vous voyez une proposition, une solution Pour la Nouvelle-Calédonie, vous savez, bon, comme le monde entier a commencé à s'en mêler, comme la Nouvelle-Calédonie, on en parle à l'ONU, comme le Forum des pays du Pacifique Sud comporte actuellement 13 pays indépendants et la Nouvelle-Calédonie, bon, inéluctablement, il faudra bien qu'on admette qu'ils ont le droit d'être indépendants ou libres, ou d'être maîtres de leur destin. Tout comme nous, quand nous parlons en permanence de notre indépendance. Et quand nous agissons au nom de notre indépendance. Ils ont les mêmes droits. Inéluctablement, ils les obtiendront. Ce que je voudrais, c'est que nous ne réussissions pas, en plus, à leur faire subir des maux supplémentaires avant qu'ils y réussissent. Et à continuer à essayer d'imposer notre injustice jusqu'au bout, plutôt que de nous dire c'est très bien, on en a bien profité, il y a un certain nombre de gens qui ont fait des milliards, bon maintenant tout le monde pourrait reprendre ses billes et essayer de laisser vivre les autres. Merci. Voilà. Merci.